Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, l'idée là, c'était de faire un petit panorama rapide de résolution qu'on a déjà disponible au Meetup. Et surtout, vous allez voir que, comme d'habitude, ça pose plus de questions. On n'a pas encore toutes les solutions. Et bon, j'ai essayé d'être assez exhaustif, mais non, c'est pas plutôt exhaustif, j'ai sûrement oublié pas mal de choses. Et l'objectif, c'est surtout que ça vous montre aussi les pistes d'utilisation. On va pas beaucoup parler de niveau aussi, plus d'autres pathogènes, mais ça pourra donner des idées pour la suite. Non, c'est avec les flèches, normalement, il y a combien de grands faits Elle du bas ou celle sur le côté. Ah, les soldats, c'est bon. On arrête. C'est bon. Merci. Alors, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui en termes de micro-organismes en viticulture? Vous allez voir qu'en fait, on a trois sources. La plus importante, ce sont les produits de contrôle. On va voir aussi certaines préparations artisanales de ce type PNPP, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça aussi, donc les micro-organismes. Et puis les produits biostimulants. Donc, si on regarde les produits de contrôle, hein, on a une liste officielle qui est éditée par le ministère de l'Agriculture chaque mois. C'est assez bien standardisé en fait, puisque ce sont des produits phytosanitaires avec l'autorisation sur le marché. Et donc, si on peut facilement trouver des produits utilisés dans l'agriculture. Donc, si on compte les produits de référence, c'est qu'après, les produits peuvent être revendus sous d'autres marques, d'autres non commerciaux. Et si on prend vraiment les produits de référence, on a 21 usages, c'est-à-dire produits de référence et bioagresseurs en viticulture qui concernent les micro-organismes. Donc, vous voyez ici la part de tous les produits de contrôle en viticulture. Les micro-organismes, à peu près un tiers des produits de contrôle utilisables en viticulture. La majorité, ça reste quand même des substances naturelles. Alors, ça, on reprend un peu ce que vous avez montré tout à l'heure, Sophie, finalement, montrer d'une autre façon. Si on regarde maintenant les usages, on a 11 produits qui sont homologués pour la tenue sur le livre. C'est vrai que c'est la championne en fait, du nombre de produits. On va retrouver différentes bactéries, des champignons et aussi des levures. Et puis après, on va descendre, il y en a de moins en moins. Les tordeuses, vous voyez qu'on a 8 produits de référence. Et finalement, on n'a qu'une seule bactérie, en fait, c'est la Supergénesis, c'est des insecticides à base de BT. On a quand même 8 références. Ensuite, maladie du bois, on a 6 références, avec toujours du trichoderma pour le coup. Oïdium, on en a plus vu maintenant, parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est marqué Bacillus subtilis, mais malheureusement, il n'est plus homologué maintenant depuis la mi-2024. Donc il nous reste juste le Bacillus aminodéfaciens. Mildiou, on trouve enfin le mildiou là, avec aussi un produit, et ça a été dit tout à l'heure, qui est homologué sur le mildiou, Bacillus aminodéfaciens, mais finalement qui n'est pas commercialisé pour ce usage. Il est aussi commercialisé pour le médium et pour la culture grise. Et puis après, deux usages un peu plus avec le type Gomeria bassiana, donc un champignon entomopathogène, qu'on retrouve pour lutter contre les acariens. Et puis je vous ai mis les trips aussi, mais les trips, c'est plutôt en serre, etc. C'est juste pour la pépinière. Donc voilà, c'est juste pour aller jusqu'au bout de la diapositive, j'ai mis, mais c'est assez anecdotique. Donc vous voyez là qu'on a une grosse prédominance des bacillus, on retrouve un peu partout. Quelques champignons aussi, notamment Trichoderma. Et puis parfois, on a plusieurs usages. On l'a vu par exemple pour Bacillus aminodéfaciens, on peut avoir plusieurs utilisations sur différents bioagresseurs. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu des modes d'action. Si on reprend maintenant les modes d'action, en fait, on a différents types de modes d'action sur les micro-organismes, notamment les effets directs en symbiose, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et l'exemple type, c'est les BT contre les tordeuses. Donc en fait, Bacillus thuringiensis va sécréter des cristaux protéiques qui sont toxiques pour les insectes, et notamment les chenilles des tordeuses, qui vont ingérer en fait ces cristaux, et leur système digestif va être détruit, et en 48 heures, elles seront éliminées. Donc on connaît bien ce système-là, on connaît aussi certains facteurs qui font que ça va plus ou moins fonctionner, notamment bien sûr le stade auquel il faut la quitter. Vous voyez ici donc pour observer les œufs. Et les œufs de tordeuse, en fait, il y a un stade qui s'appelle tête noire, c'est celui juste avant l'éclosion en fait, de la chenille, et qui va en fait consommer quand elle va sortir en fait, de son empreinte, de sa coquille, en fait, les cristaux.
Donc ça demande quand même un peu de technicité, il faut savoir observer les œufs, savoir observer le stade et appliquer. Mais on sait aussi que voilà, le produit est sensible aux UV, qu'il faut éviter les mélanges avec du cuivre, qu'il y a un pH, bon, 4,8, entre 4,5 et 8, c'est quand même assez large, mais on connaît aussi les effets du pH. Donc c'est un produit qui est relativement bien maîtrisé. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'utilisation de micro-organismes et pas plus finalement une substance naturelle issue du micro-organisme? Finalement, est-ce que là, l'objectif, c'est pas d'implanter le Bacillus thuringiensis, c'est plus d'utiliser en fait ce qu'elle sécrète. Voilà. Donc, il y a pas mal de produits comme ça qui sont un peu entre les deux. On est sur des micro-organismes, mais finalement, c'est plus des substances qui vont être émises et qui sont importantes, notamment sur Bacillus subtilis aussi. Bacillus aminophytase, c'est quand même une partie dans l'antibiose. Et puis les nouveaux produits qui vont bientôt arriver, donc on a un Isadavib qui devrait pas tarder à arriver, on a aussi les microalgues, et là aussi ce sont vraiment les substances qui sont utilisées plus que vraiment le développement du micro-organisme. Voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même intéressant, et c'est un réservoir peut-être aussi de biocontrôle pour la suite. Un mode d'action, alors on a parlé tout à l'heure, un mode d'action de compétition, on a nos fameux trichodermas qui sont utilisés contre les maladies du bois. Là, on va aller chercher en fait l'utilisation du trichoderma pour en fait coloniser les quatre tailles. Donc après la taille, on va appliquer par pulvérisation ce trichoderma qui se développe sur les cicatrices et qui empêche en fait la pénétration de certains champignons, certains micro-organismes responsables des maladies. Donc ça se voit très bien, la compétition se voit très bien en boîte de pétri, hein, c'est assez flagrant. Le trichoderma, c'est une belle compétition en termes de colonisation des boîtes de pétri. Voilà. Sur le terrain, c'est un peu plus complexe. Aujourd'hui, c'est commercialisé. Nous, à l'IFB, il y a des résultats qui sont montrés par les firmes ou par d'autres instituts. Nous, à l'IFB, on n'a jamais vu trop de résultats. C'est clair qu'il y a un effet sûrement de compétition qui empêche la pénétration des micro-organismes responsables des maladies du foie, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est responsable après des symptômes, et voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de transmission, etc. Donc, voilà, tout ça, ça se discute. Et pour l'instant, nous, on ne le conseille pas spécifiquement, mais vous voyez l'intérêt, le concept est intéressant, il faut continuer à travailler sur ce type de solution. La même chose ici pour un Oreobasium, qui va en fait, cette fois-ci, faire la compétition avec le botrytis. Ici, vous avez des images en microscopie électronique qui vous montre en fait la colonisation orange là, de ce champignon dans les micro-fissures des veines. C'est prendre la place du botrytis avant qu'il arrive. Voilà. Bon, ça reste aussi un concept, vous allez voir après, je vais vous en parler, mais on n'a pas eu de résultats très importants, tout à fait réguliers de ce produit-là contre le botrytis, mais le concept est intéressant. Alors, la compétition, mais ça a été sûrement dit, je pense, hier aussi, c'est que ça peut être utilisé aussi en analogie. On a une partie maintenant qui s'appelle la bioprotection. On va ensemencer donc, avec des micro-organismes les raisins qui vont arriver pour la vinification. Et donc, toute cette période préfermentaire, ça va permettre, en fait, certaines levures vont permettre, en fait, d'éviter le développement de levures indigènes ou de bactéries qu'on ramènera avec le raisin et qui pourraient avoir des altérations ensuite sur la qualité du vin, ça peut être de l'oxydation, de l'acide acétique, etc. Donc, pour protéger cette phase préfermentaire, on va inoculer certaines levures. Et on retrouve des levures qu'on retrouve aussi en biocontrôle, notamment contre la culture. Donc ça se développe assez bien et on a des bons résultats. Il y a des essais qui ont été faits, et même on a un petit cahier itinéraire technique dessus. Et on voit l'intérêt. Donc toujours le lien entre effectivement les micro-organismes à la vie et aussi ensuite au jet. Un autre mode d'action dont on a parlé juste avant, je ne vais pas rester très longtemps dessus, c'est la stimulation des défenses. Bien sûr, il y a des bactéries notamment qui sont capables de stimuler des défenses. Et puis un champignon qui a été travaillé notamment dans un projet européen biopesticide où l'INRAE, l'UMRSA avait été impliqué, il y avait aussi les collègues Marie-Cécile à travailler dessus, notamment pour essayer de faire fonctionner ce micro-organisme qu'on appliquait au sol ensuite pour lutter contre les maladies du bois, notamment par stimulation des défenses. Il y a eu pas mal de résultats positifs, notamment au laboratoire, avec un travail aussi après de formulation, etc. Voilà. Après, ça reste, nous, les essais IFB, sur le terrain, on n'avait pas retrouvé spécialement d'efficacité, mais il y a des essais qui ont montré. Bon, on est toujours aussi dans, pas toujours une régularité, mais en fait, il y a eu beaucoup d'outils aussi qui ont été développés pour essayer de retrouver aussi
le micro-organisme dans le sol. Donc voilà, il y a eu des outils et il y a quand même pas mal d'avancées grâce à ce projet européen. Alors ça c'est plus anecdotique, mais ça pourquoi pas l'idée. Pour l'instant, on ne l'a pas pour YouTube, mais l'hyperparasitisme, ça peut exister. Il y a un champignon qui s'appelle Orchidopsis piscialis, qui est parasite de Oïdium. Alors le produit n'est pas homologué en viticulture, mais sur d'autres cultures, notamment en maraîchage, il est homologué. Et on a des collègues à l'IFB, notamment à l'IFB d'Angers, donc mon collègue David Lafont, qui a essayé de l'implanter en fait, sur ses parcelles dans des essais systèmes. Et l'idée, c'était d'essayer de garder cet hyperparasite sur les parcelles toute la saison pour qu'ils puissent, bien sûr, aller parasiter l'oïdium quand il arrive sur la vigne, mais il faut qu'il soit présent avant. Donc l'idée, c'est d'implanter notamment des enherbements où on a des plantes qui sont sensibles à d'autres oïdiums, mais qui peuvent être parasités par ces pampélomycètes. Donc voilà, tout le travail a été fait là-dessus, avec notamment du trèfle polaire qui a un oïdium qui peut se développer un peu avant celui de l'oïdium de la vigne. Voilà, il y a des questions aussi après comment on fait pour garder ce parasite en hiver. Bon, voilà, c'est assez compliqué et c'est pas un seul levier qui est mis en place dans les essais qui sont faits par David. Il y a d'autres leviers qui sont actionnés, pas que celui-là. Voilà, d'autres usages aussi, mais là, un peu, on revient sur ce qui a été dit par la micronisation, notamment sur la biosimulation. Il y a pas mal effectivement de champignons micronisés qui peuvent être mis en place. Il y a des plantes mycorhizées, puisque c'est pas beaucoup, pour avoir justement déjà, dès la plantation, des mycorhizes qui se forment, et notamment les pépinières merciers, non seulement ils mettent des mycorhizes, mais ils mettent aussi, ils traitent avec des phytodermes dans les plantes, pour avoir, voilà, dès la base de la plantation, déjà peut-être un problème qui commence à se former pour ces jeunes. Voilà, d'autres substances aussi, je voulais dire, une préparation naturelle peu préoccupante, les PLPP. En fait, c'est des choses qui étaient un petit peu empiriques et qui sont faites notamment chez les biodynamistes. Vous savez, les préparations à base de plantes, il y a certaines autorisations, notamment, on va parler de purins, il y a pas mal de viticulteurs bio qui font des purins. Donc là, en fait, on laisse macérer, on laisse fermenter des plantes. Et bon, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il y a dedans finalement, mais il y a sûrement des micro-organismes. Est-ce qu'on les sélectionne? Est-ce que c'est toujours les mêmes selon les recettes, selon les plantes qu'on va utiliser? Mais il y a un réservoir aussi là qui pourrait être intéressant à caractériser. Voilà, il y a des autorisations pour ça. Et puis il y a même certains fabricants qui commencent à fabriquer des purins, etc. Donc est-ce qu'une certaine traçabilité avec certains micro-organismes qu'on retrouve à chaque fois, ça pourrait être intéressant pour essayer d'avoir des solutions un peu plus standards à utiliser. Nous, on a testé quelques produits comme ça, avec le purin contre le mildiou en complément avec du cuivre. Alors, pas en même temps, parce qu'il ne fallait pas justement mélanger le cuivre et le purin. Et on n'a pas vu spécialement d'efficacité dans les quelques années où on a fait nos essais. On faisait des essais participatifs avec des viticulteurs. Et malheureusement, on n'a pas vu un effet positif d'ajouter ces purins. Mais bon, c'était un certain type de purin, voilà, c'est pas générique pour toutes les plantes. Et donc là, ça nous amène un peu aux questions. Maintenant, vous voyez tout le panorama de produits qu'on a. Vous avez vu qu'à chaque fois, on était plutôt prudent sur les résultats et sur l'utilisation concrète. Et là, ça nous mène bien sûr sur des questions au niveau terrain. Vous voyez, on fait des essais, souvent c'est des essais en microplacettes. Donc on découvre en fait quelques rendus sur lesquels on va appliquer plusieurs fois notre micro-organisme. Il y a beaucoup aussi maintenant d'essais grandes parcelles qui se développent. On en a parlé plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y a maintenant une forte dynamique pour avoir beaucoup de données, faire intervenir des viticulteurs directement sur des essais un peu plus simples, mais qui sont très intéressants parce qu'ils sont en conditions de production. Donc voilà, on a ces deux grands types d'essais qu'on met en place. Et on les met de façon parfois un peu empirique et un peu à l'aveugle. On n'a pas toujours les indicateurs pour savoir quand est-ce qu'il faut appliquer les produits. Et malheureusement, dans certains travaux, notamment sur le botrytis, il y a quelques années, on a travaillé sur le botrytis avec les différents candidats que vous avez vu tout à l'heure, on trouvait plutôt des résultats aléatoires. C'est-à-dire que sur un site, ça fonctionnait une année, sur l'année d'après, ça ne fonctionnait plus, pas de résultats. Pareil, sur nos essais en microplacettes, selon les années, selon les sites, on n'avait pas une régularité. Et même pour certains essais qu'on a menés, que ce soit en grande parcelle ou en petite placette, ce qu'on voyait, les meilleurs candidats qui ressortaient souvent, en fait, c'était des substances naturelles, notamment le bicarbonate de potassium, où là, finalement, c'était un produit un peu standardisé qu'on maîtrisait plus facilement. Ce n'était pas des super efficacités, mais c'était beaucoup plus régulier que les micro-organismes.
Donc on sent bien qu'on a un problème de maîtrise de ces organismes-là, et on a besoin encore d'avancer sur les connaissances pour la mise en place, après, non seulement des essais, mais aussi des modélisations de données. Donc on a vraiment besoin d'un transfert adapté. Hein. Si on fait, alors j'ai pas trouvé de chiffre, c'est très dur de trouver des chiffres d'utilisation, de vente spécifiquement pour la viticulture. Mais nous, notamment avec mon collègue Xavier Gurbien, on a fait une formation il n'y a pas longtemps en Charente et on a demandé aux gens, voilà, on a fait presque 200 personnes, je pense. On a vu en tout, on a fait un petit sondage pour savoir voilà, quel type de biocontrôle ils utilisaient. Et finalement, les micro-organismes, ils arrivent assez tard en fait, dans les citations. Et souvent, en fait, les premières citations qui vont arriver sur le micro-organisme, c'est plutôt les bêtises. Et très anecdotiquement, Bacillus aeruginoides patiens, mais c'est très rare, c'est vraiment très ponctuel. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les premiers leviers de biocontrôle qu'on va utiliser sur le terrain. Donc l'idée, c'est un peu sortir du cadre d'application classique du produit, trouver des nouvelles règles de décision, je vous l'ai dit, et définir les modèles utilisées pour les viticulteurs pour se dire, ah oui, ça c'est utile, il va y avoir un effet, ça sert à quelque chose. Et surtout, bien sûr, alors là c'est un peu voilà, pragmatique, mais c'est très important d'arriver à trouver l'équilibre hein, entre le coût de la mise en œuvre, les effets sur l'environnement et la santé pour diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires classiques, et une certaine efficacité aussi. Donc il faut vraiment arriver à cet équilibre-là pour intéresser les viticulteurs et qu'ils adoptent ces pratiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de plus de connaissances. Là, on travaille avec des organismes vivants, donc on ne peut pas calquer directement une substitution d'un produit fongicide par ces organismes vivants, parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc on a besoin de connaissances notamment sur le mélange avec d'autres produits. Je vous ai dit tout à l'heure avec le cuivre, voilà ce qui se passe quand on prépare une bouillie de différents produits phytosanitaires plus nos micro-organismes. Qu'est-ce qui va se passer aussi en termes de préparation? Quand est-ce qu'il faut préparer? Comment on stocke, etc. C'est vivant. Est-ce que déjà dans mon cuvé, voilà, si je fais le tour comme aujourd'hui, par exemple, qui fait très chaud, peut-être que dans ma cuve, au bout d'une demi-heure, tout est mort. Et puis après, même en termes de pulvérisation, que ce soit la pression, on travaille avec des pressions quand même dans les cuvées, ça va de 3 bars à peut-être des fois 7 bars. Et plus aussi, peut-être qu'on a un effet même physique hein, sur la survie des micro-organismes qu'on va mettre dans la cuve. Les volumes aussi pour lesquels on va appliquer ces produits-là, souvent on essaie de faire des petites gouttes qui vont bien pénétrer un peu partout, mais des gouttes très vite qui vont sécher très vite. Donc dans nos essais, notamment sur le botrytis, on avait tendance plutôt à augmenter les volumes pour avoir plus d'humidité et que ça ne sèche pas d'un coup, mais qu'il y ait une sorte de microclimat un peu humide qui reste lorsqu'on applique le produit. Et puis bien sûr, quel est l'effet du climat, les interactions avec le microbiote, après, qui est déjà présent, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'on bouleverse complètement l'équilibre? Ou au contraire, est-ce que le microbiote qui est présent empêche le développement de notre solution de contrôle? Ça, c'est des questions pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et pour ça, bien sûr, pour répondre à ces questions, il nous faut aussi des outils d'expérimentation adaptés. Et essayer au maximum de sortir du laboratoire et aller plutôt directement sur le terrain. C'est vrai qu'on a beaucoup vous avez vu les boîtes de pétri, des choses comme ça, on a beaucoup de données au laboratoire, mais malheureusement, parfois, sur le terrain, on n'a pas exactement le même comportement. Voilà, tout ça pour arriver en fait à toutes ces questions-là, ça s'alimente et arriver à des conditions de survie, des conditions de développement, et en fait, l'objectif, ça veut dire quand il faut appliquer le micro-organisme, comment on l'applique, et aussi quand est-ce qu'il faut l'appliquer. Donc, toutes ces questions-là qui sont reprises notamment, ça tombe bien, dans le Parsana levier, notamment, où on a deux grandes thématiques, on a l'amélioration variétale, les variétés récentes, etc. Mais on va aussi travailler sur l'évaluation, la preuve de concept. Alors, on est parti vraiment. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer de tester des différents types de solutions, dont des micro-organismes, voilà, pour voir un petit peu leur efficacité sur le micro et le lab au travers en fait d'un parcours. C'est-à-dire que, notamment les collègues de l'UMT et Ecotech à Montpellier, proposent une sorte de parcours selon les différentes échelles, laboratoire, serre, terrain, pour lesquels en fait on va essayer d'identifier s'il y a des verrous de transfert. Et notamment sur la partie, je vous en ai parlé juste avant, sur la pulvérisation, c'est-à-dire comment on applique, quelle quantité on met, et quand on passe d'une échelle à une autre, ne pas perdre en fait cette information. Et on a déjà fait des essais, ça a été fait par ici aussi en affaires, où on montre que voilà, du laboratoire au terrain, on peut mettre 10 fois moins de produits, peut-être même parfois 20 fois moins de produits, parce qu'on n'a pas les mêmes techniques d'application, ce qui peut expliquer les problèmes de transfert.
Donc, bien sûr, il y aura tout un travail qui sera fait là-dessus, en espérant qu'on ait quand même des candidats aussi de micro-organismes, parce que là, ça sera pour toutes les biosolutions, donc il y aura aussi des cycles naturels. Et s'il y a des candidats micro-organismes, bah, ce sera intéressant d'aller voir ce qu'on peut mettre en place pour améliorer le transfert. Un deuxième gros projet qui est en train d'émerger, c'est le grand défi biocontrôle sur la biosimulation en agroécologie. Donc là, c'est une association, donc l'association AVA, qui gère ce grand défi biocontrôle. Et donc, ils avaient un projet pour structurer en fait l'expérimentation. Et on a répondu, nous, notamment avec un consortium, avec des instituts techniques, des expérimentateurs aussi privés, des chambres d'agriculture, etc., pour essayer de mettre en place une structuration de réseau d'expérimentation sur les biosolutions. Et l'idée, en fait, on a trois grands piliers. Le premier, c'est la méthodologie, arriver à proposer des nouvelles méthodologies. Le deuxième, c'est avoir une base de données commune, c'est-à-dire que tous les essais qui seront labellisés remèdes iront dans une base de données spécifique. Et vous avez vu l'important tout à l'heure, quand on a parlé du microbiote aussi, d'avoir énormément de données, d'avoir de centraliser, pour pouvoir sortir des données, notamment sur les facteurs qui permettraient d'expliquer des succès ou des échecs. Et notamment, on voudrait travailler, quand on a des données expérimentales, avoir ce qu'on appelle, alors c'est un peu nouveau, mais un envirotypage en fait de ces données-là, savoir quel est le paysage autour, quels travaux ont été faits aussi en même temps que l'essai, voilà, pour savoir un petit peu quelles sont les interactions qu'il peut y avoir et qui peuvent expliquer un échec ou un succès. Et le dernier pilier, et il est marqué ici en vert, en fait, c'est la diffusion ensuite des expérimentations sur tout le territoire avec les différentes filières. Et donc l'idée, c'est de ne pas passer directement par le projet, mais labelliser en fait des essais qui sont déjà contractualisés entre des entreprises et des expérimentateurs. Donc l'objectif, c'est d'avoir un maximum de données grâce à la participation des expérimentateurs et des entreprises pour pouvoir ensuite alimenter notre base de données. En retour, avec cette participation, bien sûr, nous, on pourra donner des méthodologies, des outils, des choses comme ça qui permettront d'améliorer aussi les essais qui sont prévus normalement, notamment des essais de prestation, des essais dans des projets, des essais aussi parfois en interne, certains distributeurs, certains coopératives pour des essais en interne. Et donc l'objectif, voilà, c'est ça, c'est d'arriver à centraliser un maximum de données et on espère, grâce à des méta-analyses, pouvoir expliquer, en tout cas faire émerger des résultats intéressants et des facteurs intéressants d'utilisation des deux solutions. Voilà, donc en conclusion, vous voyez, quand même, on a un réservoir important de solutions, il y a pas mal de choses, on a une liste intéressante. Malheureusement, il y en a une grosse partie qui n'est pas utilisée parce qu'on ne la maîtrise pas. Mais voilà, on n'est pas complètement dépourvu. Donc il y a sûrement voilà, un effort à faire sur pas mal de questions d'utilisation qui vont répondre vraiment aux questions quotidiennes des viticulteurs, vraiment les questions qui se posent quand ils veulent utiliser des nouveaux leviers. Et ça, c'est important si on veut, bien sûr, que le biocontrôle prenne une place ensuite dans les itinéraires, il faut vraiment répondre à ces questions-là. Parce que sinon, on finira avec une liste grande comme le bras de produits de biocontrôle, mais malheureusement, qui n'auront pas la place dans les itinéraires. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouveaux projets qui démarrent, par SADA, le grand défi, GameTech, etc. Donc il y a vraiment une nouveauté, on sent une dynamique intéressante. Et puis, on l'a dit, mais on l'a dit hier, il y a eu des questions aussi, c'est l'important, c'est d'associer aussi les entreprises et les fournisseurs de biosolutions, parce que c'est eux aussi qui vont nous apporter aussi certaines solutions. Alors, bien sûr, il y a des solutions qui peuvent être développées en interne dans les laboratoires de recherche, mais c'est important aussi que le privé, on arrive à travailler avec les entreprises, puisqu'il y a aussi des connaissances sur la formulation, sur voilà, une mise en marché ensuite. Elle sera nécessaire aussi, cette association sera nécessaire avec les entreprises. Voilà. Et surtout, bien sûr, il faut revenir, mais ça c'est la tarte à la crème, on revient toujours sur la même chose, il ne faut pas oublier d'intégrer et la combinaison parce que, effectivement, le microbiote ou un produit de biocontrôle, etc., ça reste un petit levier parmi d'autres, en fait. Il n'y a pas de solution miracle, on ne va pas arriver avec un outil qui va permettre de tout régler. Donc, il faut bien sûr travailler beaucoup sur l'intégration et la combinaison, c'est comme ça qu'on arrivera. Et vous l'avez vu hier, Corinne en a parlé, on peut utiliser de la protection physique, on peut utiliser peut-être, on a parlé du paysage, des choses comme ça. Il faut vraiment oser chercher des innovations un petit peu à droite à gauche pour voir si on peut vraiment améliorer cette intégration et faire intervenir à des moments cruciaux, justement, ces micro-organismes. Voilà, j'ai terminé avec cette conclusion. Merci beaucoup pour votre attention.